Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver à nouveau aussi nombreux aujourd'hui. Je suis Yves Le Grouillet, directeur marketing chez iAdvise et ce matin on se retrouve pour un webinaire un peu particulier. Il n'y aura pas de table ronde, pas de grand débat d'experts comme on a pu faire les dernières fois. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter les résultats d'une étude exclusive qu'iAdvise a réalisée avec l'aide du leader français historique des études d'opinion. Je parle bien sûr de l'IFOP. Et le thème de cette étude qui nous tenait à cœur, c'était l'usage de l'IA par les Français dans leur parcours d'achat en ligne, dans leurs expériences e-commerce. Alors, pourquoi ce sujet? Eh ben, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on débat ici de futur de l'e-commerce. Est-ce qu'il sera agentique? Est-ce qu'on parle de la fin du site web tel qu'on le connaît? Est-ce que les IA seront entièrement autonomes? Et ces sujets, on les adore, moi le premier, sauf que la plupart du temps, on tient ces conversations avec des chiffres 100% américains, et même parfois, on parle de fonctionnalités IA qu'on n'a pas encore en Europe. Législation européenne oblige. Donc, on essaye de se projeter, on extrapole, mais en fait, on oublie peut-être de poser la question à la personne la plus concernée, le consommateur français. Donc, avec l'IFOP, on a décidé de les poser, ces questions. Donc, on a mené cette étude auprès de un peu plus de 1000 Français fin janvier 2026, dans le cadre de l'étude AI Shifter. Isabelle reviendra dessus juste après. Et honnêtement, les résultats ont été une petite claque, en tout cas pour moi. La claque, ça a été de réaliser que finalement, les habitudes des consommateurs français évoluent plus vite que ce qu'on pense et que évoluent nos business. Et que les Français sont sûrement un peu plus agentiques qu'on ne le pensait. C'est ce qu'on va du coup décrypter ce matin ensemble. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de deux personnes à mes côtés. Isabelle Trévilly, qui est directrice du pôle médias et digital à l'IFOP. C'est bien ça, Isabelle? C'est cela, Guillaume, Ouais. Yves, tout à fait. Donc, c'est toi qui as piloté avec tes équipes cette étude de bout en bout. Et bah voilà, est-ce que tu veux nous dire deux mots sur l'IFOP et surtout sur ce baromètre AI Shifter dans lequel on a ajouté ces questions autour de l'e-commerce et du parcours d'achat en ligne? Avec plaisir. Merci Yves pour cette introduction et bonjour à toutes et tous. Donc à l'IFOP, effectivement, suivre les grandes tendances qui bousculent nos sociétés et les pratiques et les usages des consommateurs, c'est bien évidemment notre quotidien. Et il y a un an, c'est tout naturellement que nous nous sommes intéressés au sujet de l'IA générative. Et dans ce cadre-là, nous, on était convaincus en fait que ce phénomène n'allait pas être un phénomène de mode, mais bien un phénomène qui allait bousculer les usages. Et force de cette conviction, on a donc décidé de lancer cette étude AI Shifters, dont l'idée était de suivre l'adoption de l'IA auprès des Français, d'essayer de comprendre dans quelle mesure l'IA allait devenir finalement un nouvel acteur d'influence et aller impacter finalement les parcours d'information en ligne des utilisateurs français. Et voir si cette IA allait ou non finalement avoir aussi un impact sur le rôle des autres points de contact dans le parcours. Donc, on a réalisé cette étude en 2025 avec 2 vagues de l'étude. Et en ce début d'année 2026, on a décidé d'actualiser quelques chiffres clés qui nous ont servi effectivement de socle pour aller approfondir et aller plus loin donc, sur le e-commerce et sur l'étude qu'on a réalisée ensemble, Yves, et qu'on va donc vous présenter aujourd'hui. Donc, on va partager les grands enseignements. Super, super teaser. Merci Isabelle. Et puis à mes côtés aussi Guilhem Baudin, donc partenaire chez Converteo. Pour ceux qui nous suivent assidûment, Guilhem était déjà avec nous il y a quelques semaines pour parler et débattre de l'avenir de l'expérience de search. J'ai adoré notre échange, donc je voulais absolument que tu nous apportes aussi ton regard et ton éclairage sur cette étude. Avec Converteo, tu accompagnes au quotidien de nombreux retailers dans leur transformation digitale, certains de nos clients chez Advice aussi, donc je suis ravi que tu sois là. Voilà, c'est un grand plaisir de t'avoir à nouveau aujourd'hui, Guillaume. Bonjour à tous et merci beaucoup Yves. Mais si ça vous va, sans plus attendre, on se plonge dans l'étude, dans les données. Je voulais commencer par ce chiffre qui est peut-être le plus clé, le plus structurant de cette étude. Les 63% de Français, donc 2 Français sur 3 quasiment, qui utilisent l'IA pour des usages personnels. Le fait que les IA soient sortis un peu de notre environnement uniquement professionnel pour nous accompagner un peu dans notre quotidien,
en soi, moi, ce chiffre, il ne m'a pas tant surpris que ça. Mais ce qui m'a surpris, en fait, c'est la vitesse d'adoption. Tu le disais, Isabelle, vous aviez fait une première vague AI Shifter en avril 2025, c'est ça? C'est ça. On était autour des 44%, donc on a fait plus 19 points en moins d'un an. Donc l'accélération, elle est assez massive, mais il y a aussi une petite nuance dans les données, puisque tu nous disais qu'il y avait eu 2 vagues en 2025, il y en a eu une aussi cet été. Et finalement, on était déjà autour de ces 63-64% l'été dernier. Donc, est-ce qu'on atteint une sorte de plateau, de maximum sur l'adoption de l'IA dans nos vies quotidiennes et personnelles? Isabelle, c'est quoi ta lecture de ce chiffre? Je ne parlerai pas nécessairement de plateau, Ok. qui pour moi, en fait, sous-entend l'idée d'un maximum qu'on aurait atteint et qui ne Mhm. laisserait pas de place à une quelconque évolution. Ok. En fait, certes, l'adoption, elle a été très rapide, et massive, en ayant progressé, de manière assez faramineuse, donc entre, avril et fin août, dernière mesure qu'on avait réalisée en 2025. Et depuis, effectivement, on a le sentiment que l'utilisation s'est stabilisée. Mais en fait, ce que ces chiffres, à mon sens, traduisent plutôt, c'est bien que, loin d'être un épiphénomène, l'IA générative, elle s'est vraiment installée dans les usages. Elle est rentrée dans les usages. Mhm. Et au-delà de ce taux global qui donne le sentiment d'avoir atteint ce plateau et d'être stabilisé et de ne plus progresser, en fait, ce que les consommateurs vont en faire va nécessairement profondément évoluer, en fait, Ok. en fonction, évidemment, de ce que les marques vont elles-mêmes développer et de la manière dont elles vont s'approprier, s'emparer de ces outils. Ouais, c'est très juste. On reviendra dessus un petit peu, du coup, quand on rentrera dans les parcours d'achat. Mais en effet, les usages évoluent. Et donc, j'utilisais à mauvais escient le terme de plateau. Il n'empêche que quand on regarde par génération, moi, ça m'a marqué, puisque 91% de la Gen Z qui utilise l'IA pour des données personnelles, là, je pense qu'on est proche du plateau, ça va être difficile de chercher beaucoup plus, dont 66% au moins une fois par semaine. Donc, je ne sais même pas si on peut vraiment parler d'adoption à ce niveau-là ou si c'est tout simplement devenu une habitude comportementale chez la jeune génération. Oui, là complètement, là je te rejoins Ouais, Yves. En fait, le recours régulier de l'IA, elle est 2 fois plus importante chez la Gen Z comparativement à l'ensemble de la population française, hein. On est à 66% d'utilisation hebdomadaire ouais, chez les jeunes, quand on est à 35% auprès de l'ensemble des utilisateurs, de l'ensemble de la population. Et ce que l'on observe dans les différentes études que l'on a pu mener et que je trouve particulièrement marquant concernant la Gen Z, c'est la diversité des usages qu'ils en font. C'est-à-dire qu'ils multiplient vraiment les contextes d'utilisation, les motivations à utiliser, les secteurs ok. pour lesquels ils utilisent l'IA. Et l'IA aujourd'hui est vraiment finalement présente dans tous les pans de leur vie. C'est devenu vraiment un vrai réflexe. Et je peux vous partager un verbatim qu'on avait eu d'une jeune utilisatrice qui nous avait assez marqué. Elle nous avait dit l'IA aujourd'hui, pour moi, c'est un assistant de vie au quotidien. Donc ça veut dire beaucoup en fait. Hmm. On y est déjà, ouais, on y C'est est ça. déjà. Super. Je vois dans le chat, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est super, ça rend ce webinaire encore plus interactif. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais Sylvain demande si la France est en retard comparé à d'autres pays, USA, Chine, ou si finalement ces chiffres-là montrent qu'on est quand même dans la même tendance. Alors là, je n'ai pas les derniers chiffres, mais je pense qu'on n'est pas, on n'est pas en retard en France par rapport à Ouais. d'autres pays. Il faudrait qu'on réactualise des données. Là, je n'ai pas les dernières données à l'international, mais en tout cas, je pense que les Français ont su prendre ce virage Ouais, dans leurs usages personnels, en tout cas. parce qu'on aime bien dire que la France est toujours un peu en retard, etc. Mais enfin, quand on atteint des taux Bon, quand on voit ces comme cela, chiffres-là, c'est assez parlant. Top. De ton côté, toi, Guillaume, quand tu t'accompagnes des marques, des retailers, tu vois déjà aussi des comportements un peu se traduire dans les datas de tes clients sur cet usage personnel de l'IA dans les, je sais pas, trafic, requêtes de recherche, parcours d'achat. Il y a des choses qui bougent aussi côté marque. On retrouve cette tendance-là. Ouais, totalement. En fait, il y a plusieurs choses qui bougent aujourd'hui sur les sites e-commerce. Ouais. La première chose qui bouge, c'est que finalement, on a du trafic qui provient de ces moteurs de réponse.
que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT ou autre, il y a du trafic qui vient. On parle d'un trafic qui reste évidemment minoritaire pour l'instant en termes de volume, Ouais. mais par rapport à il y a quelques mois, quelques années où on avait 0,000 et quelques pourcents, on passe de 1 à 4% globalement suivant les secteurs. Ok. Donc, c'est des lignes qui sont en train de bouger. Le deuxième élément qui bouge également, c'est que on a des bots qui passent, qui ne passaient pas il y a quelques années. Donc, pareil, ils viennent Mm. pour comprendre le contenu, le synthétiser, être capable de le représenter évidemment aux consommateurs qui requêtent les moteurs de réponse. Donc, ça aussi, on voit que c'est des choses qui bougent. Il y a différentes typologies de bots. Il y a des bots qui viennent pour créer des index, un peu comme peut le faire un Google, mais il y a des bots qui viennent en direct pour compléter la connaissance du moteur de réponse, et ceux-ci, on est capable de les identifier, notamment chez OpenAI. Et donc ça, c'est assez Ouais. intéressant à analyser. Et puis la troisième chose qui change également, c'est qu'on a des comportements en termes de parcours qui évoluent. Aujourd'hui, pas mal de moteurs de réponse ne donnent pas forcément de lien direct pour aller sur les sites. Ce qui veut dire que le réflexe assez logique après, c'est d'ouvrir un nouvel onglet, de Mm. taper ce que l'on souhaite trouver, et puis finalement, on se retrouve très rapidement à taper du coup la requête du site e-commerce sur lequel on a envie d'aller ou de la marque. Ouais. Ouais. Et donc, finalement, on fait une requête organique sur Google. Et on se rend compte que le trafic organique sur beaucoup de sites de nos clients a un comportement qui a un peu changé, Mm. avec une capacité à être plus direct dans les actions qu'ils opèrent, à mettre plus de paniers de mettre plus de produits au panier et à aller tout de suite à l'acte d'achat. Donc, on voit que ça aussi, ça change. Et puis, la dernière chose qui change, c'est qu'on a des moteurs de recherche sur beaucoup de sites e-commerce de nos clients qu'on accompagne, sur lesquels les requêtes contenaient jusqu'à maintenant 2, 3, 4 mots, et on passe à Mm. des requêtes qui contiennent plutôt des dizaines de mots. Donc, on voit qu'il y a un comportement qui change également à ce niveau-là. Ah, alors c'est super parce que ça fait vraiment écho à un autre élément qu'on a creusé dans l'étude qui était, tu l'évoquais là, Guilhem, sur ce qu'on perçoit côté marque et notamment site e-commerce, qui est la question de l'usage. C'est-à-dire que, OK, l'IA est utilisée dans des usages personnels, mais pourquoi? Et en fait, on est à 62% de ces utilisateurs de l'IA qui se tournent vers elle pour préparer leurs achats en ligne. D'ailleurs en ligne et aussi en retail physique, j'en suis quasiment sûr. Mais que ça soit pour différentes étapes, s'informer, comparer des produits, obtenir des recommandations. Donc on commence vraiment à être pas juste sur je demande une recette de cuisine ou de l'aide aux devoirs pour mes enfants. On est aussi sur des comportements qui impactent les achats. D'ailleurs, la comparaison de marques, elle a progressé de 7 points hein, par rapport à il y a un petit peu moins d'un an. Et Isabelle, quand elle m'a présenté les résultats en off, tu mentionnais l'expression de moteur de pré-shopping. Je trouve que ça fait vraiment écho à ce que Guilhem était en train de nous dire avec ce passage un petit peu intermédiaire de Google organique à défaut de pouvoir y arriver immédiatement. C'est ça ta perception, Isabelle? Oui, absolument. En fait, on voit bien que l'IA générative, elle s'est clairement installée, comme un nouveau point de contact et d'influence dans le parcours, en étant présente, dès l'amont, de la recherche d'informations. Et ça, c'est Mmh. on va dire, c'est la première étape, c'est la base, en fait, qui paraissait assez évidente. Mais on voit, à travers ces chiffres qu'elle est présente aussi tout au long du parcours. C'est-à-dire qu'on va demander, des comparaisons de marques, on va demander des Mmh. recommandations de marques, on va demander des conseils. Et en fait, tous ces éléments-là, en fait, ça va bien nous emmener jusqu'à l'étape finale. Et tous ces éléments vont bien impacter la considération des marques pour faire son choix in fine. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'en fait l'idée de voilà, moteur de pré-shopping, c'est assez parlant. C'est-à-dire que oui, ça va être un compagnon qui va nous aider dans toutes ces étapes préliminaires pour aller effectivement jusqu'à l'acte de choix final. Ouais, ça me questionne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guilhem, mais du coup, quand tu as un visiteur qui arrive sur ton site après avoir fait ce pré-shopping sur ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, bref, chacun ses préférences, mais quand on a fait ce travail-là, on vient forcément avec un état d'esprit un petit peu différent vis-à-vis du produit. On a déjà un certain niveau de conviction et de persuasion sur le produit. Qu'est-ce que ça change en état d'esprit? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour traiter ce trafic un peu directement ou indirectement d'un nouveau type? Ça change que globalement, le consommateur, il sait ce qu'il veut. En fait, il est Ouais. beaucoup plus éclairé quand il arrive sur le site. Et donc, ce fantasme de se dire que mon site est une boutique où mon internaute, mon navigateur
peut flâner, découvrir des produits, etc. En réalité, il l'a déjà fait. Et donc, ça change complètement le comportement et l'expérience que l'on doit proposer aux consommateurs à ce moment-là, parce que finalement, il vient avec une idée qui est déjà précise. Il vient soit confirmer son choix et avoir plus de détails, parce qu'effectivement, le moteur de réponse va faire une synthèse, il va faire une synthèse des avis, il va faire une synthèse de la fiche produit, etc., etc. Mais donc, peut-être que j'ai envie d'aller plus dans le détail et de voir vraiment tous les avis clients et me faire un avis par moi-même. Et donc, je cherche à aller droit à l'essentiel, droit au but finalement. Ou alors, je cherche à mettre le produit directement au panier parce que je veux l'acheter. Et le problème que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de ruptures de chaîne en réalité. Et la première, c'est qu'encore une fois, ces moteurs de réponse ne donnent pas toujours le lien direct vers le produit ou vers la page en question. Et donc, dans pas mal de cas de figure, le consommateur se retrouve à arriver sur la page d'accueil du site qui parfois est tentaculaire avec des milliers de références, des millions de références. Et là, du coup, il se retrouve un peu perdu à nouveau à devoir retrouver exactement ce qu'il cherchait, pouvoir tomber directement sur la bonne fiche produit avec le bon niveau descriptif. Il ne faut pas que ce soit déceptif, évidemment, sachant qu'il peut y avoir évidemment un décalage entre la réponse qui a été synthétisée par le moteur de réponse, puisqu'ils ne font que des synthèses, et ce que l'on va trouver réellement. Et donc ça aussi, c'est un sujet qui est clé sur lequel les marques doivent s'approprier l'analyse, de comprendre ce qu'il se passe sur ces moteurs de réponse, à quel point leur contenu est bien digéré, mal digéré, à quel point il y a de l'hallucination éventuellement avec un retard, en tout cas un décalage qu'il pourrait y avoir entre une évolution qu'il y a pu y avoir sur une fiche produit et la réalité de la manière dont elle est retranscrite. Donc il y a véritablement un sujet à éviter finalement cette rupture de chaîne et à proposer un parcours plus fluide. Eh ben, c'est dans l'étude on voulait aussi s'interroger quand tu parles de rupture de chaîne. Je trouve ça très intéressant parce qu'on parle d'IA. Les IA, c'est large. Il y a les IA évidemment généralistes, horizontales qu'on mentionne depuis tout à l'heure. Puis il y a aussi les IA que les retailers essayent de mettre en place sur leur site. Je pense évidemment à Rufus chez Amazon, à Sparky chez Walmart, et puis aux nombreuses marques qu'on accompagne chez iAdvise. Qui est aussi un petit peu un moyen d'éviter cette rupture en proposant une expérience du même type, conversationnelle sur le site de la marque. Et on s'est posé la question de l'usage aussi de ces assistants shopping IA des retailers. Qu'est-ce que ça donne pour comprendre le niveau d'adoption? Et bon, vous en doutez, chez iAdvise, on a forcément un avis sur le sujet et on suit ça avec comme le lait sur le feu. Mais aujourd'hui, du coup, pour se donner une idée, on a 20% des Français qui affirment les utiliser, ces assistants shopping IA sur les sites des marques, des retailers ou des marketplaces. Ça monte à 26% chez les CSP+, et ça monte même à 41% chez ces utilisateurs réguliers d'IA, notamment la jeune génération, qui tout comme elle se tourne vers ChatGPT pour faire son pré-shopping, a le même réflexe quand elle arrive sur un site de marque. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez énorme. Et pourtant, on le vit au quotidien chez iAdvise et je ne m'attendais pas à des montants aussi élevés. Et ce qui m'a encore plus frappé, et là, ça a été un peu peut-être la plus grosse claque que j'ai pris en voyant le résultat, c'est que où se passent ces expériences d'assistants shopping IA? Et en fait, quand on demande aux Français, dans 60% des cas, ils l'ont fait sur des marketplaces. Donc, on pense évidemment à Amazon, à Cdiscount, contre seulement 26% sur les sites de marque qui font du direct to consumer. L'écart, je trouve énorme. Je ne sais pas comment, Isabelle, Guillaume, vous expliquez cet écart. Est-ce que c'est une question de trafic, de maturité technologique, de confiance? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, les marketplaces ont un temps d'avance sur ces expériences conversationnelles propulsées par l'IA? Guilhem, je te laisse peut-être répondre. Avec plaisir. Je pense que le premier élément qui change, c'est la profondeur du catalogue, qui fait que globalement, aucun humain ne peut visiter toutes les fiches possibles et imaginables sur Amazon, Cdiscount et compagnie. Qui est du coup déjà un premier élément, c'est que factuellement, le consommateur ne peut pas naviguer comme il le souhaite et de manière fluide vraiment sur ces sites qui sont tentaculaires et que n'importe quel humain ne peut pas visiter. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un véritable sujet qui est le déploiement en réalité de ces solutions-là, sur lequel on voit bien que les marketplaces et quelques sites d'enseigne ont pris un peu le pas en avant et qui ont déjà déployé depuis maintenant quelques mois, voire pour certains depuis quelques années, des solutions qui intègrent de l'IA générative pour formuler les réponses.
Donc ça, pareil, c'est un élément qui évolue et on voit bien qu'il y a quand même plus de marketplaces et de sites d'enseignes qui sont équipés que de sites de marque globalement aujourd'hui. Et puis derrière, il y a aussi la manière de le mettre en avant. Aujourd'hui, on voit un Amazon, si on prend le cas de Rufus, qui n'a pas peur de mettre en avant son moteur de réponse, qui est globalement assez accessible sur le site e-commerce. Dans l'application, un petit peu moins, mais sur le site e-commerce, c'est globalement assez accessible. Et on voit, nous, de notre côté, lorsqu'on en déploie parfois chez des sites de marque ou sur des enseignes, des volontés d'y aller un peu à deux vitesses, de se dire oui, j'y vais, mais peut-être pas trop vite non plus. Et du coup, d'avoir une UX qui est peut-être un peu déceptive et qui est en tout cas un peu cachée. Ce qui fait qu'il y a une habitude de consommation, tout simplement, qui fait que ça limite énormément l'utilisation, puisque si je cache mon produit en tant que tel, si je ne le rends pas accessible au plus grand nombre, bah forcément, on l'utilise le pas. taux d'utilisation va être faible, quoi, globalement, et ça met du temps avant d'avoir des habitudes de consommation. Et puis les technologies, peut-être le dernier point, les technologies évoluent vite. Je pense qu'on peut citer le cas de Zara qui permet de faire du virtual try-on directement depuis maintenant quelques semaines. C'est une technologie dont on entend parler de pouvoir tester ses produits sur soi-même avec un consommateur virtuel existe depuis 10 ans, je pense, mais qui jusqu'à maintenant, en fait, était peu exploitable, peu crédible, et sur lequel, du coup, on voit que ça bouge maintenant et ça devient vraiment crédible avec certaines technologies qui permettent réellement de mettre en place ces cas d'usage-là et de les rendre vraiment fonctionnels et sur lequel le consommateur peut se projeter sur certains achats, alors qu'autrefois, c'était quand même un peu compliqué, c'était plus du fantasme. Tu veux compléter, Isabelle? Il y a des éléments que tu... Non, Hyper aligné. je rejoins ce que dit Guilhem, effectivement. Voilà, je trouve que ça fait il y a quelques années, on avait aussi travaillé sur effectivement cette acceptabilité finalement de tester des articles de mode sur soi, voilà, à travers son écran ordi. Et en fait, il y a quelques années encore, ça paraissait assez loin finalement. Et finalement, c'est aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs et finalement les consommateurs acceptent en fait et vont les adopter, ces usages, ces nouveaux usages. Ouais, et puis donc les plus pessimistes diront les marques sont à la traîne et donc c'est trop tard, ça y est, c'est fini. Bon, je reste du camp des optimistes. Il y a déjà des marques qui font des choses très très bien et puis ça crée une différenciation pour le coup qui est très très forte pour les premières qui se lancent et qui sont capables de proposer des expériences souvent d'ailleurs beaucoup plus abouties parce qu'elles ont une meilleure maîtrise de leurs produits et de l'expérience qu'elles veulent donner. On a beaucoup évoqué jusque sur ces premières minutes la question de l'usage, mais on avait voulu aussi dans cette étude avec Isabelle se poser la question de l'influence. Est-ce que ces IA ont une influence sur les décisions d'achat? C'est le chiffre qu'on a beaucoup mis en avant dans notre communiqué de presse et qui commence à être un petit peu repris. C'est celui des un acheteur en ligne sur deux, 48% précisément, qui déclare que l'IA influence ses décisions d'achat. Ce chiffre explose chez les utilisateurs réguliers d'IA, ceux qui ont vraiment pris le pli d'adopter la technologie, puisqu'on monte à 85%. Isabelle, comment tu interprètes ça? C'est un outil, c'est plus qu'un outil de recherche, ça y est, l'IA, c'est devenu presque une sorte de prescripteur, ou comment tu lis ça? Oui, définitivement. En fait, les différentes études qu'on a pu mener sur le sujet nous montrent que l'IA, finalement, est bien plus qu'un simple levier d'inspiration et qu'elle est en train de devenir un vrai key opinion leader aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà d'informer et de donner accès à une information ou à des informations telles que, à l'image de ce que pouvaient le faire les moteurs de recherche jusqu'à présent, l'IA, elle va jusqu'à prescrire, conseiller. Et c'est en cela en fait qu'elle devient un prescripteur. Et ce qui va finalement faire qu'elle parvient à jouer ce rôle de prescripteur, c'est le très grand niveau de confiance que les utilisateurs ont dans les LLM. Puisque ce niveau de confiance, on l'a mesuré à 80%. Et donc, dès lors qu'on a confiance, de fait, oui, à ce moment-là, finalement, les recommandations de l'IA vont être crédibles et l'IA va devenir un prescripteur.
Puis on reviendra sur la confiance, je crois, à travers d'autres chiffres dans l'étude après, mais c'est un élément extrêmement important. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a essayé de comprendre les raisons de cette influence, pourquoi l'IA arrive à créer cet impact en fait sur la décision d'achat. En fait, en priorité, deux choses. D'un côté, quelque chose de très fonctionnel, pratico-pratique, le gain de temps, cité par 47% chez les utilisateurs réguliers de l'IA. Et puis le deuxième, qui est plus là du cadre de l'émotionnel, qui est capacité à inspirer la découverte produit, cité par 42%. C'est intéressant, c'est pas du tout le même usage, c'est pas du tout les mêmes leviers. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce que les marques doivent proposer in fine? Guilhem, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'a assez surpris ce côté, finalement, on a tout le temps envie de se dire qu'il n'y a qu'un levier de motivation, et en fait, là, non, on en a deux qui sont très clairs avec des cas très différents, quoi. Exactement, et qui du coup montrent clairement que les marques ont besoin de s'adapter à ça, en réalité. Jusqu'à maintenant, quand j'étais un site e-commerce de mode, mon premier élément, c'était de montrer mon produit. Maintenant, il faut que je puisse le raconter pour que les pages de ces moteurs de réponse soient bien comprises et qu'ils puissent eux-mêmes, du coup, devenir prescripteurs pour transmettre convenablement l'information aux consommateurs. Et donc, il y a un vrai sujet à travailler le contenu. Le contenu qui devient réellement un élément clé. Et on parle de contenu évidemment textuel, entre autres, mais pas que. On sait que les vidéos jouent un rôle extrêmement fort. On sait que les images également. Mais du coup, ça nécessite de repenser la manière dont on produit, dont on met en avant un produit finalement pour le consommateur, qui soit exposé chez nous sur notre propre asset site e-commerce, au même titre que exposé ailleurs finalement. Et donc ça devient un élément qui est clé, donc produire du contenu. Le deuxième élément que ça pointe aussi du doigt, c'est que le consommateur est en train de s'habituer à une vitesse d'interaction, à une capacité à avoir finalement quelque chose qui correspond à lui, parce que ce que ça lui permet de faire, ces moteurs de réponse, c'est de prendre le contexte en réalité du consommateur. De prendre le contexte, de savoir ce qu'il aime, de savoir comment est-ce qu'il il s'habille habituellement. Toutes les informations que je vais lui avoir données finalement, il a une mémoire, il va la conserver. Et il peut travailler sur cette base-là. Et donc forcément, il s'adapte. Et donc, il y a un véritable sujet à pouvoir permettre de proposer des parcours beaucoup plus simples et fluides pour le consommateur, pour pouvoir justement lui laisser une zone d'expression où il est capable de venir donner son contexte. Chercher une robe longue, c'est pas la même chose que chercher une robe longue parce que je vais à un cocktail, mais que j'ai pas l'habitude de porter des robes longues parce que pour X ou Y raison, etc., etc. Et donc ça change tout finalement dans la manière de présenter les produits et de simplifier les parcours pour avoir des parcours qui soient plus fluides. Et je pense qu'on y viendra un peu après. Il y a un renouveau du e-commerce globalement. Et à t'écouter, je me fais la réflexion qui est très juste, en fait, que si les utilisateurs les adoptent pour ces raisons-là, c'est qu'elles viennent combler un manque aujourd'hui sur le site e-commerce. Quand on y réfléchit avec un peu de recul, si j'ai besoin d'aide, je suis dans une phase de découverte, de recherche produit. Aujourd'hui, c'est pas la barre de recherche qui va m'aider avec ça. C'est pas le bon vieux chatbot qui va compenser ce besoin. C'est pas la navigation globale du site. Alors, c'est marrant parce que on le connaît ce problème-là. Ça fait des années qu'on a tenté dans la beauté des guides de conseils sur les routines, dans la fashion du mix and match pour essayer de trouver des produits complémentaires qui peuvent aller ensemble. Mais finalement, ça permet une découverte produit simple et rapide. Et c'est pour ça que ces chiffres-là, in fine, ne sont pas si surprenants que ça. C'est que ça vient combler ce vide, quoi. Exactement. On voit clairement qu'il y a eu un renouveau du parcours e-commerce qui pointe enfin vraiment sur, qui pense que ce que tu disais, hein, globalement, ça fait des années qu'on sait que c'est pas possible de naviguer sur le site e-commerce tel qu'on l'a conçu. C'est compliqué pour le consommateur. On arrive à optimiser des petits points, mais là, on se rend compte que ça va beaucoup plus vite et le consommateur veut vraiment de l'interaction finalement, au même titre que quand tu rentres dans une boutique. Quand je rentre dans une boutique, finalement, je peux aller vers un vendeur si je le souhaite. Bah, c'est un peu la même chose qui est peut-être attendue en réalité, même si on croyait que le consommateur n'avait pas envie de parler, en réalité, il a peut-être beaucoup plus de choses à dire qu'on l'imagine. Tout à fait. Je lisais une question hyper intéressante d'Alexandre, mais alors là, on peut en refaire un webinaire, Alexandre, pour être très honnête sur comment s'assurer que les LLM savent bien scraper les contenus et comment maximiser le bon positionnement de nos produits. On en parlait un petit peu il y a quelques semaines quand on parlait
du futur du search et des prérequis. Il y a deux échos, hein. Il y a oui, c'est un nouveau monde et en même temps, si vous faites bien votre SEO, si votre site est bien construit, naturellement, vous remontez assez bien dans ces moteurs de recherche. Je ne sais pas si Guilhem, tu voulais apporter un élément complémentaire là-dessus, mais sinon, j'invite Oui. Alexandre à revoir notre webinaire de la dernière fois où on évoque ce sujet pendant un long débat. Complètement. Peut-être juste deux choses très rapidement. La première Ouais, chose, c'est évidemment analyser les bots et voir déjà où est-ce qu'ils passent, pourquoi ils passent, combien de temps ils restent, ouais, etc., etc. Ça, je pense que c'est un élément qui est clé. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des protocoles qui sont en train de se mettre en place autour du e-commerce, tout à fait. ACP, UCP. Et donc là, je vous invite effectivement à regarder le webinar. Mais ça sera très probablement une partie de la réponse pour s'assurer de pouvoir transmettre convenablement son flux produit, son catalogue produit dans son intégralité. Top. Et, Alexandre, je t'envoie avec plaisir le lien du dernier webinaire. On termine avec, donc on a parlé usage, on a parlé influence. On a aussi abordé la question de la confiance. Est-ce que les utilisateurs font vraiment confiance à une IA? Moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus, sincèrement, puisque c'est dingue, c'est des questions qu'on ne se posait pas il y a un an. Le côté, je fais entièrement confiance à une IA pour acheter. On aurait fait ce webinaire il y a 18 mois, on n'aurait pas eu de confiance à une IA pour acheter. On était dans de la science-fiction. Aujourd'hui, le chiffre est assez impressionnant. On a 45% des acheteurs en ligne qui font confiance à l'IA pour choisir un produit. Et ce chiffre, il monte à 79% chez les utilisateurs réguliers. Isabelle, ça t'a surpris ces résultats? Moi, personnellement, j'étais un peu bouche bée en voyant des taux déjà aussi élevés. Qu'est-ce Alors, que tu en penses? oui, effectivement, moi, la première fois qu'on les a vus, on s'est dit waouh. Moi, vraiment, il y a eu un effet waouh, moi, quand même de surprise parce que c'était quand même un monde tellement nouveau que d'avoir des taux de confiance de ce niveau-là est quand même effectivement une première surprise. Après, quand on explore un peu et qu'on essaie de comprendre d'où vient cette confiance, en fait, ces taux paraissent moins surprenants finalement, parce qu'on comprend pourquoi elle est là, cette confiance. Il y a plusieurs choses. Elle va d'abord se construire sur la qualité perçue des recommandations. C'est-à-dire que quand on D'accord. interroge des utilisateurs, on se rend compte que les réponses des IA, elles sont jugées pertinentes. Ils apprécient le fait qu'elles soient argumentées. Et donc, le fait qu'elles soient pertinentes et argumentées avec des sources mises en avant, tout ça, ça va créer de la confiance parce qu'on va les juger crédibles, en fait, ces réponses. Après, il y a un autre élément important, c'est que la confiance, elle va être renforcée par la capacité des IA, finalement, à procurer des réponses personnalisées. Guilhem t'en parlait tout à l'heure, et effectivement, l'IA, elle va intégrer des contraintes, elle va affiner une recommandation en fonction des échanges passés avec les utilisateurs, avec des discussions, et donc cette personnalisation, finalement, contribue à générer de la confiance dans les réponses apportées. Et enfin, je dirais un dernier point qui me paraît essentiel, c'est le format conversationnel qui joue un rôle clé dans cette conversation parce que il va permettre d'itérer, il va permettre à l'utilisateur finalement d'affiner ses requêtes, de demander des alternatives, de repréciser ses préférences. Et on a un vrai dialogue qui se crée avec l'IA et un dialogue finalement qui va créer une proximité avec cette IA. C'est pour ça c'est cette notion d'assistant, en fait. Il y a une vraie proximité parce qu'on dialogue avec lui et ce dialogue, il va réduire l'incertitude. Finalement, on va être de plus en plus convaincu et ça va rendre les recommandations convaincantes. Ok. Et donc ça, c'est vraiment plusieurs éléments qui font que finalement, on va comprendre pourquoi ce niveau de confiance est très élevé. Tu en penses quoi, toi, Guilhem, de ton côté? T'es aligné avec ça? Je suis complètement aligné. Je pense que je rajouterais peut-être deux éléments qui font la différence en réalité. C'est le contexte. Le consommateur donne son contexte. Et donc forcément, il a l'impression d'avoir un retour qui lui est adapté, et d'ailleurs qui est adapté à lui en réalité. Donc on rentre vraiment dans un monde d'hyper-personnalisation,
puisque ce qui est un fantasme depuis très longtemps dans la communication, finalement, j'ai une question qui est liée à qui je suis et finalement, j'ai une réponse qui est adaptée à tous ces éléments-là. Et peut-être le dernier point que je rajouterai également là-dessus, c'est que pour l'instant, ce sont des espaces qui sont vierges de publicité. Et ça aussi, potentiellement, ça laisse entrevoir le fait que c'est partiellement gratuit. C'est un monde qui potentiellement semble crédible et non biaisé. En fait, ça enlève un peu ce sujet de biais qu'il pourrait y avoir pour l'instant, de se dire qu'une marque a forcé pour apparaître et faire en sorte que ce soit elle qui répondent à proprement parler au consommateur. Donc, le consommateur a vraiment cette impression de se dire que je suis dans un monde qui est neutre, non biaisé, qui s'adapte à moi. Ouais, c'est un bon point. Et d'ailleurs, on le voit avec toutes les polémiques qu'il y a eu au moment où, et d'ailleurs des allers-retours de Google et d'OpenAI sur l'introduction de la publicité entre le besoin de cash et la perte de confiance des consommateurs. C'est très vrai. Et je suis très sensible à ton point, Isabelle, aussi sur la qualité des réponses. C'est là qu'on voit aussi l'évolution folle de la technologie et des modèles où aujourd'hui, on est parfois dans le feu de l'action, on en oublie à quel point les modèles ont progressé et la qualité des réponses est devenue assez bluffante. Et c'est ce qui permet aussi de propulser des expériences sur les sites de marque qui sont maintenant très avancées. Il y a un dernier chiffre que je voulais vous partager avant qu'on clôture ce webinaire et qu'on regarde, qu'on prenne vos questions. C'est celui de la délégation, au-delà de la confiance dans le choix, c'est à quel point les utilisateurs, les consommateurs français sont prêts à laisser l'IA présélectionner un produit à leur place. Ce taux, aujourd'hui, il est de 35%. C'est plus d'un Français sur trois qui se dit prêt à laisser l'IA présélectionner un produit à condition, évidemment, de valider eux-mêmes le paiement. Et ce chiffre, il bondit à 60% chez les utilisateurs réguliers. C'est assez énorme, et on voit aussi la confiance qu'on mentionnait avant sur la qualité de la recommandation que peut produire l'IA. Et si on franchit la marche suivante, celui de dire je laisse l'IA présélectionner, mais aussi gérer le paiement de façon entièrement autonome, on tombe à 21%, ce qui reste quand même un Français sur 5. Enfin, c'est dingue, hein, sur des notions de commerce agentique qui n'existaient pas il y a un an. Et c'est plus d'un utilisateur d'assistant shopping IA sur deux, ceux qui ont l'habitude de les utiliser sur les sites des retailers qui se dit prêt à le faire. Moi, je trouve ça super élevé. Je trouve ça presque inquiétant pour certains secteurs avec des achats très simples et très répétitifs où finalement, les consommateurs sont peut-être en avance sur les capacités technologiques qu'on est capable de déployer aujourd'hui. Voilà, vous en pensez quoi? Isabelle, c'était quoi ta lecture aussi de cet élément-là En fait, moi, je trouve que ça montre à quel point, effectivement, les usages peuvent évoluer très vite. Et en fait, ce à quoi ça me fait penser, finalement, c'est que ce qui est extrêmement important, en fait, pour faire adopter l'usage, pour lever les freins éventuels, en fait, c'est que les bénéfices soient réels. Et dès lors qu'il y a de vrais bénéfices, finalement, les freins, ils sont levés naturellement. Dans un autre registre, on peut penser au paiement par smartphone, par exemple, dont on disait il y a quelques années, oh là là, mais jamais je vais payer directement avec mon smartphone, ça va poser des problèmes de sécurité, etc. Aujourd'hui, alors tout le monde ne paye pas par smartphone, mais en tout cas, on voit que c'est vraiment aussi entré dans les usages. Pourquoi? Parce que on revient aussi à ce gain de temps, on n'a pas de code à rentrer, etc. Cette fluidité dans l'acte de paiement, finalement, est telle que finalement, on accepte de payer par smartphone. Et je pense que on peut aussi faire le parallèle avec l'IA demain. Et c'est toute une question, je dirais, de rapport entre de rapport bénéfice-risque. Et là, le bénéfice, il peut être super intéressant. Ouais. Tu partages, Guilhem? Complètement. Ouais. Et je pense que le consommateur s'y habitue finalement aussi. Et il s'y habitue beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et se dire que le paiement, ça paraît bizarre et un peu lunaire. Finalement, j'ai pas besoin de beaucoup d'intelligence pour aller acheter mon déo tous les mois. Et donc, en réalité, je peux tout à fait le déléguer. Il n'y a pas beaucoup de risques là-dedans.
Et ça existe depuis quand même de nombreuses années, de se dire que potentiellement on peut passer sa carte facilement, sachant que je Ouais. vous rappelle que les cartes aujourd'hui sont dans beaucoup de cas de figure dans Apple Pay, sont dans Mm. Google Pay, et donc en réalité elles sont déjà digitalisées et accessibles presque en un clic. Mm. Je vous invite tous à réfléchir la dernière fois que vous avez rentré vos numéros de carte pour faire un achat sur un site e-commerce. C'est de plus en plus rare, donc en fait, on n'y est vraiment pas loin du tout. Mm. Ouais. On est sur la version, ça y est, moderne et scalable du fameux. Je me souvenais du Amazon Dash, là où on appuyait sur le bouton de sa machine à laver pour recommander de la lessive, mais version IA et à l'échelle. Avant de conclure, je regarde les questions qu'on a dans le chat. L'utilisateur a-t-il conscience que c'est un robot? Alors, en tout cas, nous, notre recommandation chez iAdvice quand on déploie ces expériences-là chez nos clients, c'est évidemment d'être très transparent avec le visiteur sur le fait qu'il ne parle pas à un conseiller du service client ou à un vendeur en magasin, mais de très transparent pour pas créer de déception ou de perte de confiance, en fait, tout simplement. Il faut assumer que ces expériences sont propulsées par l'IA et quand on voit les chiffres d'adoption des Français, de toute façon, ce n'est plus vraiment une barrière ou une peur. Il y a une reconfiance dans l'IA chez les Français qui est importante. Et puis, est-ce qu'on parle de conversationnel écrit, à quel point un utilisateur est appétent sur le conversationnel oral? J'ai pas de chiffres là-dessus. On a fait quelques tests. C'est quelque chose qu'on regarde chez Advice, mais aujourd'hui, on voit assez peu d'appétence sur ces formats-là. Donc, j'ai pas de données chiffrées. Je sais qu'il y a des grosses différences culturelles, hein. C'est des usages qui se font beaucoup plus en Asie qu'en Occident. Voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires, Isabelle Guilhem, sur cette question, mais aujourd'hui, on reste quand même principalement sur des expériences écrites ou dictées aujourd'hui. C'est probablement des choses qui vont bouger très rapidement. Mm. Et aujourd'hui, pour l'instant, déjà, il y a peu de conversationnel oral vraiment déployé à l'échelle. Il y en a un peu dans les call centers. Il y en a peu sur des choses un peu hybrides encore avec un type chatbot dans lequel je pourrais soit converser, soit envoyer un message vocal, Ouais. soit écrire. Donc, c'est des choses qui vont très probablement arriver en 2026, qu'on voit petit à petit se mettre en place. Mais difficile encore de voir quelle va être l'appétence, sachant qu'on sait évidemment que la jeune population a un peu plus de frilosité à échanger oralement. Très clair. Et puis, dernière question d'Alexandre que je prends avant qu'on clôture. Sur quelle question sur les réponses, quelle longueur de réponse préconisez-vous? Très court, long? Je pense enfin, nous, ce qu'on perçoit, c'est que on doit penser au format et au contexte de cette expérience-là. Donc, il faut des formats qui restent relativement simples à consulter, dans des esprits très conversationnels, aérés, espacés. C'est des choses que nous, on met en place, sur lesquels on a beaucoup travaillé au départ sur comment découper les messages et comment ces IA parlent avec nous. Et puis, je pense qu'on a pris des habitudes aussi dans nos usages de l'IA au quotidien. Donc, c'est hyper important que l'IA relance la conversation. C'est peut-être la plus grosse différence avec les IA du passé qui étaient très questions-réponses. Là, on est vraiment sur un accompagnement comme le ferait un vendeur en magasin qui vous accompagne et qui vous propose même d'aller déposer vos articles en caisse. On a l'ajout au panier aujourd'hui dans ces expériences-là. C'est vraiment comment je m'assure, je propose du cross-sell, de l'upsell. Enfin, on a vraiment des expériences qui sont dans l'interaction et pas juste dans la FAQ d'une certaine façon. Un immense merci à vous deux, Isabelle et Guilhem, pour ce super échange. J'étais ravi de vous avoir pour partager les résultats de cette étude. Moi, ma conclusion, c'est que les Français ont clairement adopté l'IA dans leur quotidien et surtout plus vite que quiconque ne l'anticipait. Ils l'utilisent avant d'acheter, elle influence leurs décisions et de plus en plus, ils sont prêts à lui faire confiance pour choisir, voire même pour acheter pour certains d'entre eux à leur place. C'est ce qu'on construit chez iAdvice, hein, c'est exactement cette infrastructure de confiance dont on parlait, l'assistant Shopping IA qui permet aux marques d'exister dans ce nouveau parcours d'achat, ce e-commerce nouvelle génération, sur leur propre terrain, avec leurs données et avec leur propre voix.
Voilà, on le fait déjà avec près de 400 entreprises maintenant en Europe et aux États-Unis. Ça ne cesse de grossir. Et donc, si vous voulez concrètement voir ce que ça donne sur votre site, eh bien, nos équipes sont dispo pour une démo personnalisée avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour les chanceux d'entre vous qui seront peut-être à l'événement One to One Monaco. Je crois que tu y seras, Guilhem. On se J'y serai croisera également. là-bas. Ce sera l'occasion pour nous aussi de faire une super conférence avec Edouard, VP e-commerce et digital chez Samsonite Europe le mardi sur comment ils ont déployé ces expériences agentiques et notamment assistant shopping IA à l'échelle sur plusieurs sites du groupe. Et puis pour les passionnés comme moi par cette nouvelle dimension agentique, je souhaitais également vous partager super événement organisé par Converteo et Google le 14 avril, donc rue de Londres, hein, c'est ça, à Paris, au siège de Google, pour découvrir des exemples concrets d'agents autonomes par des experts du sujet de chez Google, chez Converteo. C'est un super événement que je voulais vous partager. Vous y croiserez très probablement Guilhem également. Tout à fait. Merci beaucoup. Encore un grand merci Isabelle et Guilhem pour ce moment. Le replay sera disponible dès cet après-midi. Je vous mets tout de suite dans le chat le lien vers l'étude disponible à tous en public. Il n'y a rien de secret. Et puis à très vite. Merci beaucoup. À très Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Au revoir.